On va voir maintenant ce qui peut changer, puisque c'est le principe même de l'émission, et puis aussi les vraies raisons de cette colère fiscale avec nos invités, vos invités, l'avocate fiscaliste Manon Sirac-Laporte, bonsoir à vous. Juliette Méadel, avocate, administratrice civile au ministère des Finances, l'économiste Michel Godet et le journaliste François Langlais. Je vous soumets la question d'un téléspectateur qui a été laissé sur le site internet de l'émission. Je vais payer 1 200 € d'impôts de plus cette année. Et on nous invente une taxe par jour, ça va s'arrêter quand? C'est ça le fond du problème? C'est l'instabilité, c'est des nouvelles taxes en permanence, ou des changements, ou des modifications de taxes. L'impression que la machine s'est emballée? Qu'on crée de l'impôt comme on fait les petits pains le matin? On a l'impression que tous les jours il y a quelque chose qui va changer et finalement ça décourage non seulement les entrepreneurs mais aussi les particuliers parce qu'on ne sait pas à quoi s'en tenir. D'une façon générale, c'est incompréhensible. Juliette Méadel, vous avez une expérience d'avocat d'affaires. Vous êtes administratrice civile au ministère de l'économie et des finances. Vous n'êtes pas la porte-parole du ministère de l'économie et des finances ici ce soir, mais quand même vous connaissez bien le système. C'est un immense laboratoire à créer de la taxe? On joue à créer des taxes à Bercy? Qu'est-ce qu'on attend du système fiscal finalement? On attend d'abord qu'il soit juste et lisible. Et donc votre question me fait penser que, et c'était la question de votre téléspectateur, il y a un sentiment d'injustice fiscale. Et d'injustice fiscale pourquoi? Parce que profondément, on a un système qui n'est pas suffisamment progressif pour les riches. Autrement dit, il est progressif, et d'ailleurs votre reportage l'a très bien montré, il est progressif pour les classes moyennes, c'est-à-dire à peu près jusqu'à 5 000 € par mois. Et puis pour les... Donc ça fait à peu près en tout, de 0 à 1, ça fait à peu près 80% des contribuables. Et puis au-dessus des 80%, et allons jusqu'aux 0,1% des plus riches, il devient régressif, puisqu'on a des taux effectifs qui tombent à 35%. Donc, c'est cette injustice qui crée un sentiment d'exaspération. Moi, je vous repose la question. Je vous repose cette question. À Bercy, on joue à inventer des taxes? C'est un grand laboratoire? À Bercy, on est un pays formidable. On a inventé la TVA, si j'ose dire, toute l'Europe nous l'envie, ou plus exactement, nous l'a copiée. On est des génies de l'impôt. On a besoin de trouver de l'argent public pour financer et nos services publics et notre dette. Ça, c'est vrai. Et c'est ça le rôle du ministère des Finances, c'est de trouver l'impôt qui sera le plus productif, le plus efficace et le plus juste. Oui, mais ça, c'est, comment dire, c'est le catéchisme. Alors, dans la réalité, on invente des impôts dont on voit sur le terrain qui peuvent être refusés. On l'a vu avec l'écotaxe la semaine dernière. Alors, quand on regarde... Brutalement. Je vous montre les quelques chiffres, parce que c'est important de revenir aux chiffres. Ces 5 dernières années, pour ne pas faire de politique, vous voyez, pour même pas mettre le doigt dans cet engrenage-là. Regardez bien, le côté de la hausse de l'impôt, par exemple, sur le revenu, plus 39%, c'est la recette, hein, ce qui est rentré dans les caisses de l'État. Plus 39% en 5 ans. La taxe foncière, plus 21%. Les taxes locales, ça pèse, hein. La taxe d'habitation, plus 15%. Il faut s'attendre d'ailleurs à d'autres douloureux sur la taxe d'habitation? Non, mais c'est de façon, bien évidemment, parce que l'État diminue les subventions aux collectivités territoriales. Donc, comme on est dans un système où l'acteur public, qu'il soit national ou local, finalement fonctionne contrairement aux ménages, en général, vous ajustez vos dépenses à vos revenus. Eh bien, l'État fonctionne complètement différemment. Il a des dépenses et ensuite, il s'arrange pour trouver les recettes qui vont permettre de couvrir les revenus. Il ne le fait pas d'ailleurs depuis 30 ans. C'est comme ça qu'on a accumulé une dette. On a vécu quand même, depuis Raymond Barre, on n'a pas eu un seul budget en équilibre. 1980. Donc on a vécu au-dessus de nos moyens en prenant dans la poche des générations futures. C'est complètement irresponsable. C'est même pas une question de droite et de gauche. Et quant à ce qui est dit sur l'intérêt des dépenses publiques, bien évidemment, moi je suis pour payer des impôts et au nom de la dépense publique, à condition qu'on ait des sentiments d'efficacité de cette dépense publique. Mais quand vous lisez les rapports de la Cour des comptes, hein, c'est officiel, en plus c'est un socialiste qui la dirige, donc c'est politiquement correct. Mais la Cour des comptes vous dit que même l'éducation en France, dont on est si fier, elle baisse sans arrêt dans les classements internationaux, qu'on a 40 000 profs qui n'enseignent pas. Donc on sait très bien qu'il y a des gaspillages, et le citoyen, il veut bien payer plus, à condition qu'il ait l'impression que ce soit utile. Et faire payer les riches, Madame l'a dit tout à l'heure, je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que les riches payent plus d'impôts que les autres. Et peut-être qu'ils n'en payent pas assez. Simplement. Il y a 85% des Français qui disent même sur la taxe à 75%, oui, il faut la faire. Oui, bien, mais je suis le premier. Mesure emblématique de la campagne de François Hollande. Parce qu'il y a des revenus qui sont indécents, ils n'ont même plus le temps de dépenser. Ça rend fou l'argent, comme le pouvoir d'une certaine manière. Donc c'est une question d'hygiène collective. Simplement, il y a une question qui est posée, c'est que 95% des Français sont d'accord pour qu'on fasse payer les 5% les plus riches. Je vous rappelle que 1% des ménages payent 33% de l'impôt sur le revenu. Donc, si d'ailleurs on les fait partir, on abordera peut-être cette question, on s'appauvrit. Un pays qui fait fuir ses riches s'appauvrit. Mais là, aujourd'hui, c'est l'ensemble des classes moyennes qui sont touchées, parce que les riches ne sont pas assez nombreux pour que ça fasse une assiette suffisante
pour augmenter les recettes. Et là, il y a une vraie question qui est posée par tous, c'est qu'on touche tellement de monde. Les jeunes couples qui sont cadres moyens, qui essayent de payer un loyer ou éventuellement de rembourser un prêt et qui mettent les enfants à garder, c'est la galère. C'est plusieurs milliards d'euros aujourd'hui qui sont concernés. Donc, on s'est attaqué au maillon faible des rapports de force. En revanche, quand il s'agit de faire la réforme sur la retraite, vous avez vu ce qu'a dit le président de la République, je ne vais pas toucher aux régimes spéciaux parce que je ne veux pas voir les cheminots dans la rue. Mais donc, tout ça parce qu'on bricole, François Langlais. Oui, en fait, parce qu'on marchande. On a vu une scène étonnante quand même dans le documentaire qui vient de nous être déroulé. Une scène étonnante. Et on a vu un marchandage à l'Assemblée nationale entre des lobbies et celui qui va porter le budget. Absolument. Si vous voulez, il y a deux problèmes qui convergent, qui donnent d'ailleurs le sentiment qu'on a un système illégitime. D'abord, c'est un impôt complexe et c'est un impôt changeant. Et tout ça donne le sentiment que nous ne sommes pas égaux devant l'impôt, indépendamment de la structure du prélèvement, parce que on pourrait revenir sur ce que vous avez dit, mais le fond du problème, c'est que c'est complexe, donc inintelligible. Ça donne le sentiment que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, et c'est changeant. Juste un exemple du fameux génie national de la fiscalité que vous évoquiez tout à l'heure. J'ai devant moi le bulletin officiel des impôts. C'est une instruction administrative qui fait suite à la modification de la TVA par la précédente administration, celle de M. Fillon. Ça date de février 2012. Il s'agissait de préciser les conditions de l'entrée en vigueur d'une TVA nouvelle à 7%. Dans une maison de retraite pour personnes dépendantes, les repas des pensionnaires sont taxés à 5,5, mais ceux des aides-soignantes à 7. Les betteraves rouges sont au taux réduit à 5,5, les betteraves sucrières au taux à 7. Les coquillages, vous achetez un plateau de coquillages, ils sont vendus ouverts, ils sont à 7%, ils sont fermés à 5,5. Les glaces en cornet, 7, en pot familial 5, plus beau encore. Les billets des spectacles avec une nouvelle mise en scène, 2,10%, mais seulement pour les 140 premières représentations. Si la mise en scène n'est pas nouvelle, 7%. Si on sert des boissons pendant l'entracte, 7%. Si on sert des boissons pendant l'entracte, alors que le spectacle est donné dans le cadre d'un festival, on revient à 2,10. Voilà. C'est le génie national français. Comment voulez-vous qu'un impôt soit accepté, toléré et payé, j'allais dire, de bon cœur, comme devraient le faire les citoyens? Rappelons que le consentement à l'impôt, c'est dans le fondement de la République. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme, 1789. L'article 14, absolument. Et il a été, en quelque sorte, dénaturé, entamé, caricaturé par, je dirais, les deux dernières administrations. L'actuelle, c'est indubitable, et celle qui l'a précédée, c'était tout autre. Allez-y, Manon Siragzek-Laporte. Il y a aussi une injustice sur les niches fiscales. C'est-à-dire que les niches, la multiplicité, d'abord la Cour des comptes l'a dit le 18 septembre 2013, a dit qu'il y en avait encore 464, donc qui servent des lobbies ou certains clients et qui créent vraiment des inégalités aussi entre les contribuables. Donc cette incompréhension... On peut préciser simplement en chiffres. Vous avez dit 464 pour 71 milliards d'euros. Et il paraît que ça passerait en 2014 à 80 milliards d'euros avec le vote d'une nouvelle niche. Sous votre contrôle, François Langlais. Absolument. Mais en 2011, il y a toujours, selon un rapport de la Cour des comptes, il y avait les 10 niches les plus efficaces. Et les plus efficaces et les plus inefficaces, en fait, coûtaient le plus d'argent. Les plus inefficaces, par exemple. Donnez-moi les exemples. J'avais fait un article dans Atlantico. Par exemple, le top des niches fiscales les plus inefficaces en 2011, c'était l'abattement de 10% sur le montant des pensions et des retraites. Voilà, par exemple. Et puis l'exonération des prestations familiales, ça coûtait 2700 millions d'euros. Alors, et par contre, vous en avez quand même des très efficaces. Le crédit d'impôt en faveur de la recherche, là, c'est un impôt qui coûte cher, de 2100 millions, mais qui est très efficace. Donc, Juliette Méadel, on peut supprimer les niches. Pourquoi ne pas supprimer toutes ces niches? D'un coup, paf, allez hop, 464 niches, ça serait évidemment un objectif, mais on ne peut pas supprimer les niches fiscales si on ne repense pas complètement, parce qu'il faut repenser les bases de l'impôt sur le revenu, parce qu'il faut envisager de fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu pour que ce soit juste et que la charge de l'impôt soit répartie équitablement sur tous les contribuables. Encore une fois, je ne veux pas m'en prendre à vous ce soir, puisque vous ne représentez pas ni Bercy ni le gouvernement ici. Mais moi, j'ai une niche comme journaliste. Au maximum, le journaliste le plus riche peut déduire 3 000 € de ses revenus par an. Voilà, c'est ça ma niche. Pourquoi la maintenir? Mais je suis un peu suicidaire ce soir. Et pourquoi j'y renoncerais si les autres n'y renoncent pas? Donc on ne va pas bouger à ce rythme-là. Et regardez ce qui se passe. À chaque fois qu'on essaie de remettre en cause une niche fiscale, on a droit à des manifestations de lobbying Alors, il y a quand même
un intérêt quand même à regarder l'efficacité de la niche, parce qu'il y a des niches utiles pour l'économie. Alors, est-ce que la niche fiscale pour les journalistes est utile à l'économie? Je ne crois pas que l'inspection générale des finances, qui avait fait un rapport sur ce sujet, l'avait dit. Mais il y a quelque chose d'intéressant, notamment le crédit d'impôt recherche dont vous parliez tout à l'heure, dont on doute de l'efficacité, puisque son objectif, c'est d'encourager les entreprises à investir dans la recherche. Et depuis qu'il a été mis en place, on s'aperçoit que la recherche privée n'a pas augmenté en France. Néanmoins, ça reste pour les politiques économiques et pour les gouvernements, ça reste le moyen de chercher à soutenir des politiques. Je sous-titre. Elle est inefficace, mais on ne sait jamais. Elle rend la France attractive. Elle nous permet attractive, c'est pas tout à fait sûr. Probablement permis de créer des emplois quand même. Elle a permis au moins de stabiliser. Par exemple, Criteo, qui est l'un des fleurons français là maintenant, qui va être coté bientôt à la bourse. Criteo a bénéficié à plein du crédit d'impôt recherche et donc son fondateur expliquait que grâce au crédit d'impôt recherche, il était resté en France et qu'il n'était donc pas parti en Californie. Finalement, donc il y a un impact. Je veux pas faire de mauvais esprit, je suis pas là pour ça. Mais la niche la plus facile à enlever, c'est la niche pour frais de scolarité dont bénéficient les familles françaises qui ont des enfants à l'école. Celle-là, on les enlève assez facilement, finalement. Oui, mais il faut faire attention parce que... On l'armise, effectivement. Il y a des niches qui ont une justification économique ou de long terme. Quand le quotient familial, par exemple, le fait qu'il y ait des réductions d'impôts, c'est l'esprit révolutionnaire. On doit payer l'impôt en fonction de sa capacité contributive. Voilà. Celui qui a des enfants, il n'a pas la même capacité contributive que celui qui n'en a pas. Donc le quotient familial a une justification pour essayer justement de respecter le principe révolutionnaire d'égalité de traitement face à l'impôt. Donc je crois qu'il faut faire attention parce qu'on vient de le raboter au détriment des générations. À 2 reprises d'ailleurs. À 2 reprises. Question d'une téléspectatrice, regardez. J'avais une nounou déclarée, mes impôts augmentent, le quotient familial baisse, en l'occurrence c'est le plafond du quotient familial qui baisse, je vais la payer au noir, tant pis pour l'État. Bien sûr, c'est typique, si vous voulez. Et ça, pour le coup, c'est une espèce de laboratoire de ce qui se passe quand on augmente les impôts. Il y a eu des pénalisations très fortes qui ont été décidées par l'actuel gouvernement sur ceux qui emploient à domicile du personnel pour s'occuper des enfants, les jardiniers, les bourgeois. Etc. Peut-être est-ce au nom de cette... Cela dit, c'est quand même une source d'emploi très importante. On a augmenté les charges sociales pour ces employeurs privés. Le trimestre d'après, le nombre d'heures déclarées a chuté de 8%. Très probablement parce que un certain nombre de gens raisonnent comme notre téléspectatrice. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas diminué la quantité de travail, ils ont diminué la quantité de travail déclaré. Et au total, le fait d'augmenter les impôts va faire diminuer les recettes de cotisation Donc sociale. l'exil fiscal des classes moyennes, c'est le travail au noir. C'est le travail au noir. C'est exactement la même ce chose, qui se passe. les 5% de TVA pour les travaux des logements. Parce que si on les supprime, on dit c'est une niche fiscale, puisque c'est une réduction de TVA. Mais si on les supprime, ça va passer à 7 de toute façon. Mais si on les supprime, eh bien, les gens vont travailler au noir. Je suis assez frappé de ce que vous me racontez, parce qu'à la fois vous me dites, c'est complexe, il y a des niches qui servent à rien, mais on ne peut pas y toucher, parce que comme disait Jacques Chirac, dans chaque niche, il y a un chien qui mord, disait Jacques Chirac à l'époque. C'est encore vrai. C'est sans doute pour ça qu'il n'a rien fait quand il était là. Oui, ça on va pas porter de... Et là, quand on regarde l'immobilisme chiracien, c'est quelque chose. Mais en plus, il est populaire. En 2011, le gouvernement de l'époque commande un rapport à l'inspection générale des finances et dit dites-moi quelles sont les niches utiles et les niches inutiles. Fin du rapport, 50% des niches sont inutiles. Oui. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la loi de finances 2012 ? Rien. Donc la vraie question c'est quand est-ce qu'on fera enfin cette vraie réforme fiscale, cette révolution fiscale où on supprimera la plupart des niches, mais où on reviendra également sur les bases et sur un système d'impôt qui soit beaucoup plus progressif que ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire, alors allons au bout de ça. Alors allons au bout. Aujourd'hui, vous avez un impôt sur le revenu qui rapporte en fait 2 fois moins, par exemple, que la CSG. La CSG, c'est un impôt qui est proportionnel, qui est payé par tout le monde, sur les revenus du travail, mais aussi sur les revenus financiers. Donc l'idée, simplement, c'est qu'on puisse avoir un impôt qui soit à la fois payé par tous, comme l'est la CSG, mais avec en même temps une progressivité, c'est-à-dire que l'on paye plus on gagne, plus on paye. La progressivité, c'est pas la proportionnalité. La progressivité, c'est plus je gagne, plus le taux de mon imposition est fort. Si on arrivait à résoudre ça, on aurait une large base, un sentiment de justice fiscale renforcé, et on n'aurait plus besoin de faire des niches fiscales. Il faut un système avec une assiette large et des taux relativement faibles. Expliquez, assiette. Assiette, c'est-à-dire qu'on intègre dans le champ de l'impôt la totalité des revenus. Les revenus du travail et du capital, quelle que soit leur nature, ils sont
taxés de la même façon, au moins pour la première tranche. Après, on peut différencier. Et effectivement, il est indispensable. La progressivité, c'est quand même le fondement de la justice sociale. Moi, je veux bien qu'on fusionne la CSG et l'impôt sur le revenu. C'est pas 1 sur 2, hein, c'est 90 milliards d'impôt sur le revenu. 90 milliards la CSG et 60 d'impôt sur le revenu. Bon. Mais à condition qu'on mette un quotient familial. Parce qu'il n'y en a pas actuellement à la CSG. Les ménages avec enfants payent 2 fois plus de CSG que d'impôt sur le revenu. Dans votre Il système, représente 30% des ménages. Et en même temps, il faut être logique. En revanche, ne me faites pas la révolution fiscale sur le Non, plateau parce parce que que les entrées sont trop variées et on aura du mal à en venir à C'est bout. très important parce que des choses simples, on a des points de convergence, on ne se connaît pas tous. Je l'entends et vous avez des points de vue peut-être politiques même différents en l'occurrence. Une assiette large avec un taux qu'il faut faire progressif jusqu'à un certain seuil. Tout le monde le comprend, des choses lisibles, mais pas ces espèces d'usines à gaz qui font que finalement maintenant, il faut un conseiller fiscal pour remplir sa feuille d'impôt. Et en même temps, c'est un Ça fait la fortune des avocats. Ou une avocate fiscaliste. On est dans un régime d'exception en attendant cette grande révolution, ce grand soir fiscal que chaque président, ou plutôt que chaque candidat propose et que chaque président enterre. Oui, mais Est-ce qu'on est dans un régime d'exception? on est dans un régime quand même d'exception parce Avec qu'il y a un un S, hein. système Parce que là, on se restreint à l'impôt sur le revenu, mais vous avez des tas d'impôts, la taxe sur les propriétés bâties, la taxe foncière, qu'il faudrait absorber dans l'ISF, par exemple. Hein. Il faut fusionner certains impôts, il faut remanier, enfin c'est facile ce que je dis, mais il faut remanier le système fiscal, le système d'imposition globalement. Je vous arrête parce qu'on va changer de latitude. Et vous allez comprendre pourquoi on va changer de latitude, parce qu'on va aller chercher des solutions. C'est le principe de cette émission. On va aller les chercher, en l'occurrence, au Danemark. Vous savez comment on dit impôt en danois? Ben, c'est le même mot que pour dire chéri. Pas mal. C'est beau, ça. Pas mal. Sympa. Et pourtant, les Danois sont les champions du monde de l'impôt, mais ce sont aussi des contribuables heureux parce qu'ils considèrent qu'ils en ont pour leur argent. C'est un reportage au Danemark, donc signé Caroline Diebold. Il était une fois un petit pays situé au nord de l'Europe, grand comme une région française. Un pays où le soleil ne brille que quelques jours par an. Un pays où l'on vit moins longtemps qu'ailleurs. Un pays où pourtant, depuis 30 ans, on bat toujours un même record. Un record que lui envient tous ses voisins. Celui de la nation la plus heureuse du monde. Bienvenue au royaume du Danemark, le pays où la vie serait un long fleuve tranquille. Au royaume de la félicité, il y a pourtant quelque chose d'étrange, de bizarre. Aussi étonnant que cela puisse paraître, 8 Danois sur 10 se disent satisfaits d'accomplir un acte qui, partout ailleurs, se fait dans la douleur. Vous aimez payer des impôts? Oui. Oui, tout à fait. Oui, nous aimons payer nos impôts. Ça ne me dérangerait pas d'en payer un peu plus. Plus? Oui. Je pense que tout le monde est assez content de payer des impôts au Danemark, parce qu'on en a pour notre argent. Des impôts, les Danois en payent tous, qu'ils soient actifs, chômeurs ou étudiants. Et ils en payent beaucoup. Ils en payent tant que le Danemark bat chaque année un autre record, celui du pays où la pression fiscale est la plus élevée d'Europe. Au pays d'Andersen, des citoyens heureux de payer leurs impôts, ne serait-ce qu'un compte de plus pour endormir les grands. Comme dans tous les bons contes de fées, la famille Vaillant a eu beaucoup d'enfants. Il y a d'abord Lamia, 13 ans, la grande sœur studieuse, et les 3 galopins, Zia, 3 ans, Sven, 7 ans, Aynan, 10 ans. À l'intérieur, Samuel, le papa, et Johanna, une maman d'origine franco-danoise. Ne vous fiez pas aux apparences, si c'est Johanna qui est en cuisine ce soir, Samuel partage avec elle les tâches ménagères. En France, il était cadre supérieur dans les assurances. Aujourd'hui, il dirige la chambre de commerce franco-danoise. Johanna, elle, n'a pas changé de métier. Elle est infirmière. Qu'est-ce qu'il y a? Cela fait 2 ans et demi que la petite famille a pris le rythme danois et les impôts qui vont avec.
combien vous payez d'impôts ici et combien vous payez en France? En France, on payait très peu d'impôts. Ouais. Pourquoi? Certaines années, pas du tout, puisque par rapport aux enfants. S'il n'y a pas de déduction d'impôts liée au fait d'avoir des enfants. Donc en fait, qu'on ait pas d'enfants, un enfant, 2, 3, 4 ou 8, n'a aucune influence sur l'imposition. Johanna et Samuel gagnent moins bien leur vie qu'en France. Et pourtant, ils payent beaucoup plus d'impôts. Cela représente un tiers de leur salaire. Mais étrangement, ils le vivent beaucoup mieux. Vous êtes un peu curieux, vous quittez la France pour payer plus d'impôts. On les voit pas. Ça nous est On les voit égal, pas avec le prélèvement à la source, on le voit pas. Contrairement à la France où à la limite on reçoit l'argent et ensuite on doit le payer. C'est de l'argent qu'on a eu et qu'on est obligé de rendre. Là c'est pas le cas. Là cet argent on l'a jamais eu. Des impôts invisibles, voilà bien un pays merveilleux. Et le sortilège s'appelle donc prélèvement à la source. Les impôts sont prélevés sur la feuille de paye. Ce qui est vrai en France pour les cotisations sociales est aussi vrai ici pour l'impôt. Voici la feuille de paye de Johanna. Elle touche 24 260 couronnes en salaire brut, soit 3 278 €. Mais en net, il ne lui reste que 16 049 couronnes, soit 2 151 €. C'est un tiers de moins. Pour les plus riches, c'est jusqu'à 56% du salaire en moins. Mais ensuite, les mauvaises surprises sont terminées. En France, quand on a reçu son salaire, on repaye ensuite aux impôts. C'est ça qui fait toute la différence. Et c'est ça qui fait mal. Au royaume rêvé du Danemark, les taxes sont si indolores qu'on en use allègrement. Il n'y a pas que la feuille de paye où la facture est plus salée qu'en France. La vie est globalement beaucoup plus chère. Que l'on achète un appartement au cœur de Copenhague ou des denrées de base au supermarché, la TVA s'applique à tous les produits au taux record de 25%. Pour certains produits importés, le fisc devient même un ogre insatiable. Ici, on comprend vite pourquoi tout le monde roule en vélo. C'est un luxe la voiture au Danemark? Oui, oui. Il y a une taxe très élevée au départ à l'achat. Donc oui, c'est un luxe. Ainsi, un carrosse à 10 000 € hors taxe coûte 28 000 € au Danemark, soit 180% de majoration. Par quel coup de baguette magique, ces Français acceptent-ils de payer plus d'impôts tout en gardant le sourire? La famille Vaillant habite dans une banlieue pavillonnaire de Copenhague. En cette belle matinée ensoleillée, alors que maman est déjà au travail, c'est papa qui prend le chemin des écoliers. Cela aussi fait partie du mode de vie danois. C'est l'avantage du Danemark. Et en plus, c'est vraiment dans la... Comment dire? Dans le système. Les papas et les mamans, d'ailleurs, se doivent d'être présents physiquement auprès des enfants. Le soir, on ne fait pas appel à une babysitter, ou très peu. La plupart des gens, leur viennent chercher leurs enfants. Travaillez bien, amusez-vous bien. Au Danemark comme en France, l'école publique est gratuite pour tous. Mais les objectifs et les moyens sont sensiblement différents. La mission de l'école est de faire des élèves heureux. Quand à l'heure des cours, la sous-directrice surprend des élèves allongés dans les couloirs, pas de réprimande, pourvu qu'ils travaillent, peu importe l'endroit. Quand la plupart des enfants font leurs exercices, chacun se met là où il veut. Ils peuvent s'allonger par terre, s'installer dehors, ou même dans les couloirs pour faire leurs devoirs. Ici, on essaye d'avoir un suivi individuel de chaque élève. L'épanouissement des enfants passe ici avant les bonnes notes. D'ailleurs, des notes, les élèves n'en auront pas avant le lycée. Dans l'éducation danoise, on apprend avant tout à vivre ensemble et à s'instruire dans la bonne humeur. Et l'école s'en donne les moyens. Une vingtaine d'élèves par classe, pas plus. Le matin, pour ne pas épuiser les méninges, rien de tel qu'un peu de high-tech pour faire passer la géométrie. L'après-midi, place aux loisirs. Les fins gourmets jouent du fouet dans l'atelier cuisine.
Et les mélomanes peuvent exercer leur indéniable talent dans la salle de musique. Mais ces efforts pour faire des futurs citoyens danois des êtres accomplis ne sont pas sans incidence sur le budget de l'État. Bonne journée, mon coco. Le Danemark dépense 8 200 € par enfant, un tiers de plus que l'État français. Quand on est un petit lutin comme Zia, au Danemark, on est presque sûr d'avoir sa place en crèche. Et ce, quel que soit le niveau des revenus des parents. En France, seuls 15% des enfants sont acceptés. Pour autant, le service de ces jeunes gens n'est pas négligé. Une puéricultrice pour 4 enfants. Cela représente 2 fois plus de personnel que chez nous. Ce qui n'empêche pas quelques grands moments de solitude. Pour la garde des lutins de 7 à 17 heures, les parents doivent participer à 25% des frais. En théorie. Oui, oui, c'est payant. Alors c'est en fonction de la commune, des revenus et autres. Mais le coût est vraiment marginal et c'est compensé par les allocations que nous avons. Ainsi, les 400 € que devraient payer les vaillants chaque mois sont couverts par les allocations de l'État. La crèche, comme l'école, est donc gratuite. Les enfants sont heureux et les parents sont comblés de transformer leur impôt en bonheur collectif. C'est vraiment la première chose qu'ils essayent d'enseigner, je trouve, c'est le bonheur. Voilà, être heureux, être heureux, être heureux. C'est un peu le leitmotiv au Danemark. Allez, papa il va aller travailler. Tu vas me faire coucou à la fenêtre? Tu vas aller me faire coucou à la fenêtre? Allez, à ce soir. Papa Vaillant n'a pas à s'inquiéter. L'avenir de ses 4 enfants se présente sous les meilleurs auspices. Quand ils seront grands, la bonne fée de l'État-providence danois sera toujours là pour prodiguer ses bienfaits. Comme tous les matins, Tine, étudiante à Copenhague, se rend à l'université à vélo. À 26 ans, elle espère décrocher un master en études marketing interculturel. Dans cette faculté, 20 000 jeunes gens font des études supérieures, tout comme la moitié des Danois de leur génération. C'est à peu près la même proportion qu'en France. Mais ils y restent en moyenne 5 ans, soit 1 an de plus que la moyenne européenne, sans aucun frais de scolarité. Vous devez payer pour intégrer cette école? Non, c'est gratuit. On doit juste payer pour nos propres livres. C'est tout. On ne doit rien payer d'autre. L'état d'esprit est le même qu'à l'école. Certes, les étudiants ont été sélectionnés à l'entrée, mais ensuite pas de compétition et pas de hiérarchie entre les établissements, comme s'en félicite un professeur de Tine. Si vous comparez avec les États-Unis où vous avez d'un côté les 10 meilleures universités et de l'autre tout le reste, là-bas, si vous voulez vraiment faire carrière, il faut intégrer une des meilleures. Au Danemark, ça ne marche pas du tout comme ça. Peu importe que vous alliez dans telle université ou telle autre, le niveau sera le même. Et ça, c'est une très bonne chose. Des universités sur un pied d'égalité, les Danois sont convaincus qu'ils tiennent là une des clés du bonheur. Tine habite à 10 minutes de sa faculté. Elle partage un confortable appartement avec son prince charmant et ils sont les premiers à revendiquer ce mode de vie sans compétition. Pourquoi sommes-nous si heureux au Danemark? Si tu regardes les films américains, par exemple, le discours envers les enfants est toujours le même. Tu dois viser haut, tu dois être toujours quelqu'un. Au Danemark, on ne pense pas comme ça. On dit aux enfants de faire au mieux. On les encourage à faire ce qui les rend heureux. Et je pense que ça fait une sacrée différence dans notre construction d'adultes. Tine serait bien ingrate de se plaindre, car non seulement elle ne paye pas pour faire ses études, mais elle gagne même de l'argent. Je reçois de l'argent tous les mois, pendant 6 ans, jusqu'à ce que j'ai terminé mes études. Au Royaume du Danemark, tous les étudiants ont droit à une bourse, quelle que soit l'origine sociale et le revenu des parents.
Je reçois 5 327 couronnes après impôt, soit 714 €. Et vous payez des taxes sur cette bourse? Oui. Vous ne pouvez pas passer à côté au Danemark. Elles sont partout. Et ensuite, que se passera-t-il le jour où Tinée ne sera plus étudiante? Car même au pays des merveilles, trouver un emploi n'est pas une garantie. Pourra-t-elle encore compter sur l'État protecteur? Niels, jeune diplômé de sciences politiques, cherche un emploi. Sa dernière année d'études, il a cotisé à une assurance chômage. Alors qu'il n'a encore jamais travaillé, chaque mois, il touche 1 200 € d'allocation. Allez, on y va. Niels peut toucher des indemnités chômage pendant 2 ans, à condition de montrer qu'il cherche vraiment du travail. Comme les chômeurs français? Sur le principe, oui, mais dans la réalité, ici tout paraît plus facile. Voici les locaux de l'assurance chômage. À la réception, un grand espace avec des ordinateurs à disposition. Le café est offert et les fruits sont à volonté. Ce matin, Niels a rendez-vous avec une conseillère qui doit l'aider à entrer sur le marché du travail. Bonjour, bienvenue. Merci. Moi, c'est Karina. Poignée de main et grand sourire, l'entretien s'annonce convivial. Assieds-toi. Au Danemark, tout le monde s'appelle par son prénom. Bon, Niels, que puis-je faire pour toi? Ça fait depuis 3-4 mois que je cherche du boulot et je n'ai toujours rien trouvé. J'aimerais bien savoir si vous avez des pistes pour m'aider à rentrer sur le marché du travail. Oui, j'ai pensé à plusieurs choses. Tu es au chômage depuis quand? Fin mai? Oui. Est-ce que tu sais qu'au bout de 4 mois de chômage, tu peux postuler à une formation de 6 semaines? La formation, voilà un des points forts du système danois. À un chômeur qui ne trouve pas de travail, on propose immédiatement une formation complémentaire. Mais pour Niels, déjà diplômé, ce n'est qu'une option. Je pensais à d'autres options pour toi. J'ai vu que tu avais déjà eu des entretiens. Tu devrais regarder du côté des PME familiales. L'entreprise va toucher 1 670 € pour une partie de ton salaire pendant 1 an. C'est quelque chose qu'on peut envisager. Dans cette deuxième option, Niels pourrait donc trouver un emploi dans une entreprise qui serait payée en partie par l'allocation chômage, autrement dit par l'État. Je pensais encore à autre chose. Tu peux aussi faire un stage pendant 1 mois. Tu toucheras toujours ton allocation chômage et l'entreprise n'aura aucune charge à payer pour t'accueillir. Un stage en entreprise tout en gardant ses allocations chômage, voilà encore une option impossible en France. Et la fée Karina a encore une surprise dans sa besace. Tu peux aussi regarder du côté des offres d'emploi partout en Europe. Tu peux chercher du boulot pendant 3 mois tout en gardant tes allocations. Même si je suis à l'étranger. Oui, tu peux chercher un boulot pendant 3 mois dans le pays. Wow. Enfin, si Niels a un petit coup de mou, Karina sera toujours disponible pour quelques conseils pratiques. Et je suis à ta disposition pour te préparer aux entretiens, notamment pour t'aider aux questions classiques du genre parlez-nous un peu de vous. En général, vous détestez ces questions. Il y a des trucs à savoir. Sans son aide, je ne suis pas sûr que j'aurais pensé à toutes ces possibilités. Je me sens bien conseillé. Avec un tel programme, Niels a toutes les cartes pour s'en sortir. Là encore, l'État danois dépense 2 fois plus d'argent dans l'aide à l'emploi que la moyenne européenne. Allez, bonne chance à toi. Merci. Ainsi va le royaume du Danemark. Beaucoup d'impôts, beaucoup de taxes. Mais une pression fiscale que l'on accepte sans rechigner parce qu'on a le sentiment d'en avoir pour son argent, quelle que soit sa classe sociale ou sa profession. L'argent des impôts sert à financer un État généreux qui veille sur la collectivité. C'est vrai pour l'éducation, le travail comme pour la santé. L'accès aux soins est gratuit pour tout le monde. Mais l'État-providence ne suffit pas à expliquer pourquoi ces curieux Danois apprécient tant l'impôt.
notre histoire, le petit chaperon rouge s'appelle Charmy. Elle s'est installée à Copenhague il y a 9 ans et elle est américaine. Pour celle qui vient d'un pays où chacun ne compte que sur soi pour réussir, le Danemark reste un mystère. Elle a même consacré un livre à l'obsession danoise du bonheur. Et comme elle le souligne, l'impôt est déjà une affaire de vocabulaire. Au Danemark, on utilise le mot skat pour parler des impôts. Skat, c'est le même mot que l'on utilise pour dire chérie ou trésor. Alors il existe une espèce d'amour de l'impôt, que vous le croyez ou non. Les Danois utilisent ce mot qui décrit joliment l'impôt. Dans ce pays, décidément plein de surprises, où l'impôt rime avec amour, le maître mot est confiance. Il n'y a pas si longtemps, personne n'attachait son vélo dans la rue. Encore aujourd'hui, quand Johanna va acheter ses légumes au bord de la route, personne n'encaisse. Elle laisse l'argent dans une boîte. Donc je paye mes 5 couronnes et je prends ma courgette. Quand son mari Samuel dépose sa fille à l'école, il n'y a aucune grille autour de l'établissement. Et vous noterez qu'il n'y a pas de barrière physique. Les enfants savent qu'ils n'ont pas le droit de dépasser les bosquets ni le chemin. Il n'y a jamais eu d'accident. Et c'est ainsi qu'au pays de la confiance, on est persuadé que l'État utilisera les impôts à bon escient. Ils ne veulent pas en payer trop, ni trop peu, parce qu'ils adorent leur modèle. Pour moi, le problème n'est pas de payer moins d'impôts, mais d'optimiser l'utilisation de mes impôts. Et ça ne me dérangerait pas de payer un peu plus. Plus? Oui, car on pourrait encore avoir droit à plus de choses et le système serait encore meilleur. En danois, on utilise le mot tifras pour dire heureux. Mais en fait, quand on leur demande s'ils sont heureux, la bonne traduction serait content. Les Danois sont en fait des gens satisfaits, mais pas forcément heureux. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Les Danois sont donc au choix, satisfaits, contents ou heureux de leur système fiscal, parce que l'État est là quand on a besoin de lui. Il existe tout de même des contreparties, et pas seulement celle de payer plus. Le meilleur exemple est celui du marché du travail et son principe de flexi-sécurité. Sécurité pour les chômeurs, mais flexibilité pour les patrons. Depuis quelques mois, dans ce cabinet d'architectes, on a engagé un 5e collaborateur. Le patron Steen vient d'embaucher son voisin de bureau grâce à une des fameuses aides à l'emploi. Je crois que c'est grâce aux impôts et surtout grâce à la manière dont on réfléchit à comment on va utiliser l'argent des allocations chômage. Au lieu de juste distribuer des allocations, on encourage les gens à aller travailler en transformant une partie de ces allocations en aide à l'embauche. Au lieu de rester à la maison, l'idée c'est de pouvoir trouver un emploi, de bénéficier d'une formation et de rester connecté au monde du travail. Pendant 6 mois, un tiers du salaire de sa nouvelle recrue a été payé par l'État. Aujourd'hui, son employé travaille à plein temps et le patron ne touche plus d'aide. Mais s'il a été facile d'embaucher, il sera aussi très facile de licencier. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas une partie de plaisir de licencier un salarié, car cela signifie qu'il n'y a plus assez d'activité. Mais une fois licencié, le système le prend en charge, et il peut quand même trouver quelque chose d'autre. Vous êtes un patron heureux? Oui, je suis un patron heureux. Et il y a encore une raison au bonheur de Steen. Il paye très peu de cotisations. Au Danemark, les charges patronales sont 4 fois plus faibles qu'en France. Encore une fois, c'est sur le contribuable que repose la pression fiscale. Mais même au pays des jolis contes de fées, la vilaine crise économique est venue faire un tour. Pourtant habitué aux chiffres positifs, le royaume est en déficit. Ce matin commence au Parlement la discussion sur le budget de l'an prochain. Les débats seront vifs, mais au pays du consensus, on finira par s'entendre. Après 10 ans de règne, la droite libérale a cédé la place en 2011 aux sociodémocrates. Un homme a la charge de redresser la situation. Bjarne Corydon, le ministre des Finances. Et comme rien n'est comme chez nous, l'homme des impôts est un des politiques les plus populaires du royaume. Peut-être parce qu'il doit tout à cet État-providence. Il paye des impôts et il aime ça.
Ça représente à peu près la moitié de mon salaire ou un peu plus, et je trouve ça très juste. Je ne viens pas d'une famille riche, mes parents n'ont pas fait d'études supérieures et n'avaient pas de fortune personnelle. Mais grâce au système, j'ai pu avoir la chance d'en arriver là où je suis. Et il y a beaucoup de Danois comme moi, même s'ils ne sont pas ministres des Finances. Payer des impôts, ça vaut vraiment la peine. Pourtant, dans son ministère, on fait en ce moment tout l'inverse. Alors que fleurissent en Europe les plans d'austérité, les hausses d'impôts, le Danemark a choisi de baisser la pression fiscale. Nous avons réformé le système fiscal de plusieurs façons il y a un an. Nous avons baissé l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes. Et nous avons aussi baissé l'impôt sur les sociétés avant l'été. Donc on a fait pas mal de réformes ces derniers temps. Mais ces mesures qui doivent relancer la compétitivité ne changent rien à ses convictions. L'impôt doit rester un pilier de la politique du Royaume. Nous croyons fermement au modèle danois de l'État-providence, qui est une des clés de la réussite du pays. Nous pensons que ce modèle solidaire qui investit sur ses citoyens est un modèle compétitif. Et c'est parce que nous y croyons que nous avons le devoir de le faire marcher, mais aussi de le réformer quand nous rencontrons des difficultés. Il existe tout de même quelques endroits où l'on trouve quelques citoyens grincheux qui n'aiment pas les impôts. Ici, par exemple, cet immeuble abrite un groupe de réflexion libérale le plus actif du Danemark. Pour eux, l'État-providence vit ses dernières heures. Si la pression fiscale se poursuit, le Royaume court à sa perte. Quand on regarde les prévisions de l'OCDE à l'horizon 2030, elles annoncent l'un des taux de croissance les plus bas pour le Danemark. L'une des raisons est à chercher du côté de la baisse de la productivité et l'autre de la baisse de l'emploi. Et c'est aussi un sacré défi d'avoir une telle pression fiscale dans une économie mondiale. La crise économique a écorné l'image d'une société modèle. Mais les critiques restent minoritaires, car le pays peut encore faire valoir de beaux atouts. Au Royaume du Danemark, le déficit public est très faible. Les impôts ne servent pas à payer la dette. Les Danois restent fidèles à un modèle où la protection sociale est plutôt meilleure qu'ailleurs et le taux de chômage inférieur à la moyenne européenne. Avec le prélèvement à la source, l'évasion fiscale est presque impossible. Le pays est un des plus riches d'Europe, l'écart entre les plus fortunés et les plus pauvres est réduit grâce à l'impôt. Et contrairement à la petite sirène d'Andersen et son air fort mélancolique, la majorité des Danois disent qu'ils sont heureux et qu'en partie, au moins, le bonheur est dans l'impôt. Oui, ça laisse rêveur, et j'en ai vu sur ce plateau qui se disait, mais tiens, quel drôle de pays. Et pourtant, les Danois, je le rappelle, c'est le plus haut taux d'imposition, de collecte d'impôts, de pression fiscale du monde. Regardez ces chiffres qui s'affichent derrière moi, qui sont quand même assez spectaculaires. 48% au Danemark, c'est plus lourd qu'en France. Plus lourd évidemment qu'en Italie. Allemagne 40%, on est loin, on est 10 points derrière, hein. C'est très important. Donc ça veut dire que pour 10 euros en Allemagne, on donne 4 euros à l'État et aux régions, évidemment. États-Unis, 25%, moyenne européenne, vous voyez, c'est 40, c'est à peu près l'Allemagne. Une question d'un téléspectateur. Je paye toujours plus, j'ai toujours pas de place en crèche pour le petit. C'est juste ça? C'est une téléspectatrice, en l'occurrence, c'est Inès. Au Danemark, Juliette Méadel, 80% des enfants sont en crèche. Ça laisse rêveur. C'est combien en France? En France, seulement 15% des enfants ont accès à une place en crèche. Et ça fait évidemment partie des dysfonctionnements de notre service public qui n'est pas si mal placé que cela quand même, parce qu'on a un système éducatif qui, même si dans les classements, nous met à la moyenne pour la performance scolaire, on n'est pas si mauvais que ça. Et d'ailleurs, le pays continue à attirer. Vous êtes parti à la fac quand alors même... qu'on en était à la crèche.
Absolument. Revenons à la crèche. Revenons à la crèche. Il y a à peine alors, 2 il manque enfants. des placements. Oui, je veux bien que vous fassiez grandir nos enfants trop vite, mais laissez-les tranquillement avancer. Vous voyez ce que je veux dire? 15% des petits Français qui sont en crèche parce qu'il n'y a pas de place. Parce qu'il n'y a pas assez de place, bien sûr. Il manque à peu près 250 000. Au Danemark aussi, ça coûte cher. Il manque 250 000 places en crèche et une place en crèche, ça coûte 25 000 € en France, par enfant et par an. 25 000 €. Donc c'est très cher. Mais en France, on a d'autres systèmes. On a des assistantes maternelles agréées qui permettent, dont le salaire est pris en charge partiellement par les caisses d'allocation familiale. Et puis il y a aussi, comme vous le savez, des niches fiscales, un quotient familial qui permet de déduire de sa feuille d'impôt les frais qui ont été occasionnés pour la garde des enfants avec l'emploi à domicile. Vous comprenez ce que nous dit Inès? Bien sûr, mais elle dit c'est pas juste. J'ai le sentiment que j'en ai pas pour mon argent. En France, quand même, la sphère publique occupe une part très importante de la production de richesse, si vous voulez. Et ça absorbe quand même une bonne partie des impôts qui sont prélevés. C'est ce qui explique le sentiment qu'on n'en a pas pour notre argent. C'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce que quand on regarde le système de santé, c'est certainement l'un des meilleurs au monde, c'est l'un des plus tolérants. On a le droit de consommer à peu près ce qu'on veut, on a le droit de prescrire ce qu'on veut, et on est remboursé quasiment intégralement. Il n'y a même pas besoin d'être français. C'est donc un niveau, et il n'y a même pas besoin d'être français, c'est un niveau de luxe incroyable dont les Français ne se rendent pas toujours compte. Mais sur d'autres... On est des râleurs? Non, c'est-à-dire que je pense qu'on ne voit jamais très bien les avantages de son propre système, d'une part, et de l'autre, vraiment, la sphère publique française avale une part croissante des ressources de l'économie, et que ça commence à poser un problème économique, budgétaire et politique aussi. Mais les Français, dans leur très grande majorité, 90% des Français dans les derniers sondages, sont très attachés au fait que la retraite et la protection sociale restent dans l'univers public. Vous voulez un sondage? Je vais vous donner un autre sondage. 8 Français sur 10 considèrent que l'impôt est injuste et 9 Français sur 10, c'est un sondage récemment fait par nos confrères du Monde, disent 9 sur 10, j'en ai pas pour mon argent. Oui, mais ça n'empêche que les Français ont la passion de l'égalité et qu'ils exigent et qu'ils attendent du service public et qu'ils leur rendent ces services. Ils aiment bien avoir du pouvoir d'achat aussi, m'a-t-on dit. Mais ça fait partie du pouvoir d'achat, d'avoir accès à l'école gratuitement. C'est tout simplement l'application de l'article 15, pardonnez-moi de revenir aux textes fondamentaux de la Déclaration des droits de l'homme, c'est que les agents doivent rendre compte. Tout à fait. C'est une question de transparence, de pédagogie, de communication de l'impôt. Au lieu de dire frauder, c'est voler. Pas pour autant qu'il ne faut pas réprimer la fraude. Mais les gens que vous voyez, maître, les gens qui viennent vous voir, ils vous disent quoi? Ils me disent on paye trop, on ne comprend plus, c'est trop instable. Oui, en même temps, expliquez-nous. Mais si, par exemple, la Direction générale des finances publiques mettait en avant qu'un coût d'une journée à l'hôpital, c'était 2 000 à 3 000 €, parce que en France, vous allez à l'hôpital, on vous fait tous les examens, le scanner, enfin toutes les radios possibles. Je veux dire, c'est un coût, ça. Et donc, il faut quand même mettre en avant l'argent qui est dépensé. Les Français ne se rendent pas compte de leur bonheur. Je pense qu'il y a une question de communication et de climat de confiance. Ah, c'est un mot important. Un climat de confiance, pardonnez-moi, qui doit être remanié. Le président Hollande a déclaré en novembre, je crois, 2012, il a déclaré les Français ont vu la dépense publique passer de 52% du PIB au début de l'ère Sarkozy à 57%, et ils n'ont pas eu l'impression que le service public augmentait en proportion. Donc, ce qui est quand même difficilement contestable d'ailleurs, honnêtement. En quelques années, les services publics n'ont pas augmenté dans leur qualité, on a eu l'impression au contraire, ou même dans leur intensité. Au contraire. On a eu l'impression au contraire qu'il y avait des services publics qui fonctionnaient moins bien qu'auparavant. Et Michel, si je puis me permettre d'ajouter et d'abonder dans votre sens, on ne prend pas en compte le déficit. C'est-à-dire le fait que, justement, chaque année, l'État s'endette de façon croissante et que ça abonde le fonctionnement de la machine. Je vais mettre les deux pieds dans le plat. On paye aujourd'hui, par exemple, l'impôt sur le revenu pour rembourser les intérêts de la dette? Largement, c'est 2 points. C'est l'équivalent, non? En tout cas, le service de la dette occupe 45 milliards d'euros. Ça représente un peu plus de 10% du budget de l'État. Donc, quel que soit l'impôt considéré, un peu plus de 10% de ce qu'il rapporte est dévoré par les intérêts de la dette. Alors, en soi... C'est compliqué d'avoir envie de payer quand on sait que cet argent, finalement, repart sur les marchés internationaux derrière. Non. C'est indispensable pour assurer aussi la souveraineté du pays. C'est-à-dire que la France a besoin de pouvoir se financer et cesser d'être en dépendance, précisément comme vous le disiez, des marchés financiers pour financer son fonctionnement. Donc qu'elle arrête de vivre au-dessus de ses moyens. On s'endette pour ça. Oui, mais... cette année, on emprunte 4 points de PIB. Attendez, chacun à sa place, il se dire à son tour également. Faudrait-il que d'un coup de baguette magique, on fasse disparaître la dette? Je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Donc là, maintenant, il faut gérer, et les Français ont très bien compris. D'ailleurs, on le voit dans les enquêtes d'opinion, qu'il y a à la fois une dette
qu'on doit assumer pour éviter qu'elles pèsent sur les générations futures. Et comme vous le disiez très bien, un service public qui, bien entendu, a des marges d'amélioration, qui n'est pas toujours de qualité, qui n'est pas suffisant, mais qui est central dans l'adhésion des Français au contrat social. Donc il faut qu'on paye plus d'impôts encore. Ah non, les Français demandent plus d'un... Est-ce qu'on veut moins d'infirmières? Non. Est-ce qu'on veut des écoles de moins bonne qualité? Vous voulez faire travailler plus? Oui, est-ce qu'on veut un hôpital moins performant et de moins bonne qualité? Non plus. Donc il y a un moment, il faudra financer tout ça. Donc il n'est pas à exclure d'exiger une augmentation des impôts à condition, et c'est exactement ce que disent les sondages d'opinion, qu'ils soient justement prélevés. Oui. Et qu'ils soient correctement affectés et qu'on sache où est-ce qu'ils sont affectés. L'administration et l'État, d'une façon générale, doit rendre des comptes. Elle est comptable. Des deniers publics et de l'utilisation qu'elle en fait. Alors, il y a d'ailleurs un débat au Parlement en ce moment où, depuis la modification de la loi de finances, maintenant on a des lois organiques et il y a un moment où les parlementaires regardent si les administrations ont tenu leurs objectifs de performance. Oui. Ça, c'est une innovation qui date de 2008. Il n'y a pas souvent des cartons jaunes, si je peux me permettre. Non, mais ça commence à rentrer dans les mœurs. D'ailleurs, le Canada le fait très bien. Au Canada, ils ont une autorité qui fait de l'évaluation des politiques publiques que je trouve très intelligente. On ferait bien de s'en inspirer. Cette administration que vous côtoyez toute la journée à travers les dossiers de vos clients, elle a un regard critique vis-à-vis d'elle-même? Elle est capable de se réformer? Non, mais elle a évolué parce que les méthodes sont complètement différentes. Ils se sont plus proches des citoyens, c'est vrai, des contribuables, mais il y a toujours une présomption de culpabilité en cas de contrôle fiscal. Je veux dire, il y a une relation de défiance et de conflit qu'il n'y a pas dans certains pays. Ça, je ne peux pas vous dire que tout va bien quand on reçoit une lettre recommandée ou quand il y a un avis à tiers détenteur, on saisit le compte avant même d'avoir fait une réclamation, si vous voulez. Donc il y a une fracture fiscale. Jacques Chirac, il a parlé d'une fracture sociale lors de sa campagne de 95. Vous me dites aujourd'hui, il y a une fracture fiscale. Bien sûr. Oui, bien sûr. Juste un mot. On a évoqué tout à l'heure le crédit impôt recherche. C'est une bonne chose. C'était positif. Il faut savoir que toutes les entreprises qui en ont bénéficié ont eu un contrôle fiscal. Comment voulez-vous avoir confiance en quelqu'un qui... C'est vrai, ça? Bien sûr. Mais attendez, si je dis, c'est que c'est vrai, évidemment. Je suis tout à fait d'accord. À chaque fois qu'il y a eu un crédit d'impôt, parce que une niche fiscale, c'est un crédit d'impôt, c'est un régime dérogatoire, c'est plusieurs choses. Ils viennent vous reprendre ce qu'ils ont donné, soi-disant. Et il y a, je vous assure, heureusement qu'il n'y en a pas pour les régularisations en ce moment, mais à chaque fois qu'on octroie un avantage, il y a un contrôle derrière. Alors, pas systématiquement, mais dans beaucoup de cas... Avec les CICE, ça veut dire quoi? Pardonnez-moi. Ça veut dire qu'on va vérifier que l'argent est bien utilisé ou ça veut dire qu'on va reprendre l'argent qu'on a donné? C'est pas la même chose, hein? Non, les chefs d'entreprise expliquent Attendez, pas tous à la fois. Pas faire de plan, justement, pour développer leur recherche, compte tenu de la récurrence de ces contrôles fiscaux qui remettent en cause chaque année le bénéfice de leur recherche. Et il y a même des cas, j'en ai un en tête, où le bénéfice du crédit d'impôt a été accordé une année. Le type a investi, embauché des gens, monté justement une unité de recherche. L'année d'après, parce que probablement les fonctionnaires avaient changé de doctrine, ou peut-être les fonctionnaires avaient changé tout court, l'avantage a été remis en cause. Donc ça contribue encore à l'instabilité dont on parlait. On ne peut pas d'un côté dire il faut que l'argent public soit bien utilisé et qu'on va utiliser un outil fiscal comme le crédit d'impôt recherche pour relancer la recherche et en même temps dire ah oui mais il ne faut pas contrôler son utilisation. Pourquoi? Attention, parce que la question de l'évaluation des politiques publiques, si on veut que 1 euro dépensé soit 1 euro utile, il faut accepter que l'administration fiscale fasse son boulot, et son boulot, c'est de vérifier que l'argent il a été utilisé pour les raisons pour lesquelles il a été octroyé. Je crois que le reportage qu'on a vu était passionnant, mais on voit bien qu'on bute, dans les comparaisons entre pays, sur des facteurs culturels. Le Danois, il est Danois, il a spontanément confiance dans le groupe, parce que le contrôle implicite est beaucoup plus puissant. C'est-à-dire qu'un chômeur... Un chômeur danois, il est indemnisé de façon extrêmement confortable, vu de chez nous. Pour autant, s'il fait la fête chez lui tous les soirs, il va être dénoncé par ses voisins, qui vont dire à l'administration, mais monsieur Untel ne profite de façon indue des subsides publics. Nous, on va appeler la police va venir ou pas venir, et puis elle va repartir, et le bruit continuera. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des questions de culture. On se dira au fond, il profite du système, et après tout, on ne peut pas lui en vouloir. C'est-à-dire que la culture, le lien à la collectivité est un élément difficile à modifier. Nous faisons confiance dans l'État. Oui, confiance. Je vous amène au sujet suivant, parce que ça va aussi avec les Danois, et c'est aussi une question de confiance. On a dit les Français vont déclarer l'impôt.
partie fraude, en partie fraude pas. C'est plutôt de bons payeurs d'ailleurs, hein, je crois. Oui, François bien Fillon. sûr. Ça contribue à notre bonne cote sur les marchés internationaux. Oui, on sait qu'on va lever l'impôt. C'est vrai que ça marche. Une administration Pourquoi performante. est-ce qu'on ne fait pas en France l'impôt à la source? Ce Français du Danemark nous disait tout à l'heure, finalement, c'est formidable, c'est indolore, je le sens pas. Vous avez deux problèmes. D'abord, effectivement, ça nécessiterait de simplifier considérablement, c'est-à-dire de supprimer toutes les niches. On entend les chiens. Voilà, c'est compliqué politiquement. C'est pas impossible. On ne peut pas s'arrêter à chaque fois qu'on dit que c'est compliqué politiquement. Après, non, tout à fait. Simplement, je décris parce que moi, j'entends parler ça depuis que je suis journaliste économique et comme mon crâne en témoigne, ça fait longtemps. Et je pense qu'on a buté sur cette question-là. L'autre question qui me paraît beaucoup plus importante, et personnellement, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable en tant que citoyen à ce mode de prélèvement, c'est qu'il est transparent. Au fond, vous ne vous rendez plus compte du vrai prix des services publics. Quand vous faites un chèque, vous dites « ça me coûte tant ». Vous savez précisément ce que le fonctionnement de l'État, auquel d'ailleurs vous contribuez, dont vous profitez, vous savez ce que vous devez mettre de côté. C'est un acte citoyen. Le consentement à l'impôt, il doit être lucide et pas aveugle, me semble-t-il. On est l'un des seuls pays d'Europe à ne pas avoir mis en place l'impôt à la source. Les Danois, ils sont pas nés avec l'impôt à la source. Ils l'ont mis en place en 72. Quasiment toute l'Europe. Moi, je suis pour aucun modèle en particulier. Je vous pose la question. Mais je suis assez d'accord avec vous. Quand les autres font quelque chose qu'on ne fait pas, on devrait se demander pourquoi on ne le fait pas. Et quand on fait quelque chose que les autres ne font pas, comme l'ISF par exemple, on devrait se demander pourquoi on continue à le faire. Je crois que c'est une question de bon sens. Et on a évoqué beaucoup de Danemark. Je voudrais dire juste un Mais l'impôt à la source. Oui. Vous êtes pour ou contre? Ah, moi, sur l'impôt à la source, puisque les autres le font, je pense que c'est une idée qu'il faut explorer. Mais il a raison. Dans l'état actuel des choses, en tant que particulier, il y aura un problème d'année blanche, parce que vous payez aujourd'hui les impôts de l'année passée. Eh ben, on nous fait cadeau d'une année d'impôt, oui, et puis voilà, c'est fait. Ça serait facile. Je pense qu'effectivement, ça aurait l'inconvénient de peut-être pas le rendre lisible ou qu'on n'ait pas conscience, mais effectivement, ce serait plus simple, il y aurait moins de souffrance, entre guillemets. Mais juste la confiance qu'on a évoquée, j'ai pas pu tout à l'heure, parce que c'est difficile avec nos amis fiscalistes, là. Hein, ils sont passionnés. Oui. Et donc, je voudrais faire remarquer une chose en Suisse, c'est une histoire qui est racontée régulièrement. Quand un chef d'entreprise se fait appeler par son inspecteur des impôts, c'est qu'il lui dit « Ah mais attendez, j'ai vu votre déclaration de résultats de cette année, vous avez oublié de faire telle retenue. » C'est-à-dire qu'il l'appelle, la relation de confiance... donne trop. Oui, vous auriez pu faire une déduction de plus. Mais ça se fait en France aussi. Mais c'est une réalité, madame. C'est avec la DGE, avec les grandes entreprises. C'est la méfiance. Ceux qu'on fait vivre sont en méfiance vis-à-vis ceux qui les font vivre. C'est pas normal. Je vous repose la question parce que je veux pas vous lâcher sur l'impôt à la source. Pourquoi on le fait pas? Pourquoi on le fait pas? Alors ça, je pense que je vous donne le coût du prélèvement et de la collecte de l'impôt en France. Vous voulez? Regardez, la collecte de l'impôt en France, 116 000 fonctionnaires sont les anciens fonctionnaires de la Direction générale des finances. C'est ça, hein, sous votre contrôle. DGI, ouais. La DGI. Voilà. La DGI. Et ça coûte 4 milliards d'euros. Beaucoup plus cher qu'à l'extérieur. Hein. Il y aurait des économies de coûts, effectivement, voilà. Et l'acceptabilité de l'impôt serait renforcée parce que c'est quand même plus facile, d'ailleurs, c'est ce qu'on vit avec la CSG. Aujourd'hui, la CSG, elle est prélevée à la source. Donc ce serait beaucoup plus facile d'avoir un prélèvement qui serait fait comme la CSG l'est, avec évidemment un changement des barèmes, toujours sur cette idée de fusion, hein, IR-CSG, prélèvement à la source, parce que c'est moins douloureux que d'avoir à remplir une déclaration d'impôt, d'avoir à faire toute une série de formalités. Donc il y aurait un gain en termes d'acceptabilité de l'impôt. Ça serait plus simple et ça serait effectivement... Alors pourquoi on le fait pas? Il y aurait effectivement des économies. Parce qu'il faut simplifier l'impôt d'abord, vous l'avez très bien dit, il faudrait d'abord simplifier les niches. Il faut bien attraper la machine par un bout si on veut la changer. Il faut du courage, c'est ça qui manque à nos politiques. Ça permet, la retenue à la source, ça permet à des Français qui sont en situation difficile d'une année sur l'autre de vraiment savoir combien ils vont payer d'impôts, parce qu'il y a les changements d'emploi, de divorce, etc. On perd son emploi, il faut quand même payer son impôt du temps où on travaillait. Et il y a la pénalité de 10% quand vous ne payez pas l'impôt, parce que les agents, puis vous pouvez vous arranger avec eux, mais n'empêche qu'il y a la pénalité qui s'y ajoute. Donc vous avez le paiement mensualisé, mais ça n'empêche pas le décalage entre l'année N et N+1. C'est sûr. Je vous soumets une question de Franck qui nous a laissé sa question sur le site internet depuis Toulouse. Pourquoi je paierais toujours plus pour ceux qui ne payent pas? Alors, ce qu'on voit au Danemark, c'est que tout le monde paye. Y compris ma petite étudiante qui touche 714 € d'allocation étudiante, les étudiants français en rêveraient, mais qui payent des impôts là-dessus. Je suis d'accord, tout le monde doit payer un impôt sur le revenu, même aussi bas soit-il. Tout le monde doit participer à l'effort collectif et à la solidarité nationale. Alors là, vous voyez la révolution fiscale, si j'ose dire. C'est déjà la révolution dans la rue. Non mais pardonnez-moi, pour une écotaxe, on a mis des Bretons dans la rue avec une violence qu'on n'imaginait pas. Justement parce que c'est peut-être été l'ultime chose. C'est venu en plus, c'est la goutte d'eau qui fait le bordel de base. C'est pas pour reprendre la presse, mais il y a eu, je veux dire, en quelques semaines,
entre la fiscalité sur les entreprises qui a changé plusieurs fois. Enfin, je veux dire, j'ai des tas d'exemples. On est allé, retourné, revenu. Et là, ça a été de trop. Aussi l'histoire du type qui veut couper la queue de son chat en plusieurs fois pour lui faire moins mal. Ça fait mal plusieurs fois. Et la dernière fois, encore plus. Et l'écotaxe, elle est un peu victime de ça. Si vous voulez, effectivement, sur les 3 dernières années, toutes les lois de finances ont augmenté les impôts. Toutes. Celles de M. Fillon comme celles de M. Hérault. À chaque fois. Vous me donnez une proportion? Écoutez, c'est très simple. Sur 3 ans, c'est-à-dire depuis 2010 incluse, on a augmenté les impôts de 60 milliards d'euros. Ça fait 3 points de PIB. 50-50? À peu près. C'est à peu près 1,6 pour la majorité actuelle et 1,4. Parlez-moi en milliards. C'est-à-dire, en gros, ça fait un peu plus 32 ou 33 milliards pour la majorité actuelle et 26 ou 27 milliards pour la précédente. C'est à peu près la même chose. Partagé. Sauf que, oui, il est partagé. Regardez quand même, c'est frappant parce qu'il faut un tout petit peu parler de politique sans prendre parti, mais en l'occurrence de manière factuelle. 1960, on paye 30%. Allez, je dis d'impôts, mais ça inclut, on l'a compris, les charges sociales et les taxes. Et puis ça monte, et puis ça monte. Vous voyez comme ça, c'est intéressant. Petite baisse sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, et ça remonte toujours sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'est une baisse qui est d'ailleurs liée à la récession et pas à une politique fiscale. Et 46,3 et 46,5 l'année prochaine. Oui, c'est ça, et ça nous Alors, pour être tout à fait honnête, il faut dire aussi qu'entre 1960 et 2013, la qualité, la quantité de services n'est pas du tout la même. Et que la contrepartie, vous l'avez évoqué implicitement avec votre question d'avant, c'est que 30% des revenus des Français proviennent de la redistribution. 1/3 des revenus proviennent des impôts qui sont redistribués. C'était pas le cas en 1960. Pas du tout. L'État-providence était beaucoup plus petit parce que les retraites étaient moins importantes, les allocations chômage étaient quasiment inexistantes, le système de santé était moins performant, la couverture santé était beaucoup moins étendue. Tout ça a beaucoup changé. Mais il faut expliquer aussi que les prélèvements obligatoires ont augmenté effectivement depuis 2010 d'environ de 65 milliards d'euros parce qu'il fallait financer la dette et parce qu'il fallait faire face à la question que je vous posais tout à l'heure. Le problème que ça pose aux Français. Et le deuxième point, c'est que les perspectives là pour 2014, c'est qu'on ait une projection en prélèvement obligatoire qui ne sera que de plus 3 milliards d'euros. Donc on sort d'une année où on était à plus 33 milliards d'euros, et là, à venir, c'est plus 3 milliards d'euros, justement, et c'est une question pour aujourd'hui, parce qu'il y aura une diminution de la dépense publique. Michel Godet. Non, juste un point, quand même, quand vous voyez ces chiffres, la dette vient du fait que chaque année, les prélèvements obligatoires, ce qu'on a pris comme recette, ne suffisaient pas, 46% par exemple cette année, ça ne suffit pas à couvrir les 57% de dépenses publiques. Il y a pratiquement 11 points d'écart. Et au passage, je vous ferai remarquer qu'en 1980, l'Allemagne était comme nous, on était en 1980, on était à 40% de dépenses publiques par rapport au PIB, l'Allemagne aussi, et aujourd'hui, regardez, on a 11 points d'écart. Oui, mais il faut payer les retraites. Il faut réduire la dépense publique, chère madame. On a augmenté le nombre de fonctionnaires chez nous dans les collectivités territoriales avec le fameux millefeuille de façon excessive. Et on pourrait améliorer, ça n'a pas amélioré nécessairement le service public des citoyens. Mais là-dessus, le train de l'État français est moins élevé que le train de l'État, par exemple, au Royaume-Uni. Et en fait, ce qui coûte très cher en France, la collecte de l'impôt, vous venez de le dire tout à l'heure, c'est les retraites et la protection sociale. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 22 points de PIB. C'est aussi l'administration locale. Je vous assure que ce n'est pas le poste principal. Le poste principal de la dépense publique, c'est les retraites et la protection sociale. On paye 10 milliards pour les régimes spéciaux, par exemple. Tous les citoyens contribuables payent pour les régimes spéciaux. Non, mais je dis les retraites et on paye pour des privilégiés, comme les nobles. Comment font les autres? Comment font les pays dans lesquels on paye moins d'impôts, plus exactement, où la pression générale fiscale est plus faible? Il y a des pays qui ont fait des réformes énormes, comme le Canada, par exemple, ou la Suède. 150 milliards d'économies, le train de vie de l'État au Canada. Oui, ils ont réduit de façon... C'est pas une petite affaire. Ils ont réduit le nombre de fonctionnaires en quelques années, de façon très importante, avec des départs qui ont été accompagnés, naturellement. Mais cela dit, ils ont fait un vrai travail de redéfinition de l'État que nous n'avons jamais fait en France. Et d'évaluation. Et deuxième, ils ont dévalué, ce qui leur a permis de bénéficier d'une longue période de croissance à un moment où le monde lui-même était en croissance. Aujourd'hui, cette opération-là serait beaucoup plus difficile à faire parce que justement, c'est une opération qui est assez lourde et qui nécessite d'avoir un environnement plutôt clément pour que malgré tout, on ne souffre pas trop des coupes dans les dépenses publiques. En attendant, le nombre de contribuables ne cesse d'augmenter, on est d'accord là-dessus. On a un chiffre là aussi qui est assez précis, il est confirmé par Bercy, donc ça tombe bien. Plus 840 000 en 2013 et 2 millions depuis 2 ans. Donc on est encore à cheval sur la droite et la gauche. C'est vrai, mais attention quand même à un biais. Attention à un biais important.
c'est que le nombre de foyers augmente mécaniquement indépendamment de la politique fiscale, compte tenu du fait que les couples se séparent, que les enfants quittent leurs parents, etc. Donc on a une augmentation spontanée du nombre de foyers qui n'est pas de cet ordre-là, 300 000 par an. Qui est de l'ordre de 300 000. En réalité, vous voyez que sur 2 ans, il y a 1 500 000 foyers fiscaux en plus liés à l'augmentation d'impôts. Juste un mot, là, ces nouveaux contribuables, c'est en fait c'est la décision de Fillon de ne pas indexer les tranches d'impôts. Ça s'appelle le gel du barème. Le gel du barème. Et Giscard avait fait la même chose dans les années 70 et il avait à l'époque quasiment doublé le nombre de Français assujettis à l'impôt. C'est aussi les heures supplémentaires qui sont désormais fiscalisées. Oui, bien sûr. Le barème, pour préciser simplement, le barème de l'impôt, c'est ce qui vous fait... ce qui dit si vous changez de tranche ou pas, on le voyait tout à l'heure. C'est tout simplement qu'ils ne sont pas indexés en fonction de l'inflation. Donc on gagne mécaniquement plus. Même les gens qui gagnent, voilà, l'impôt finalement les rattrape en quelque sorte. Et je voudrais leur annoncer une bonne nouvelle, d'une certaine manière, c'est qu'ils vont bien profiter de payer, dans certains cas ils échappaient aux taxes d'habitation, etc. Ils étaient exonérés, ils vont bénéficier maintenant du privilège des gens qui sont des contribuables traditionnels. Donc là il va y avoir de mauvaises surprises, c'est pour ça que dans sa sagesse, le gouvernement actuel a décidé d'à nouveau de réindexer les barèmes pour éviter qu'il y ait de nouveaux entrants dans l'impôt parce que... Donc on peut penser qu'il y aura moins de nouveaux contribuables l'an prochain? Ah oui. C'est possible, justement parce que le barème est dégelé, autrement dit il va être réévalué du montant de l'inflation, c'est premier élément. Et deuxième élément, les mesures fiscales, elles se sont succédées là depuis 18 mois, notamment sur les petits contribuables. Aujourd'hui, il y en a un peu moins dans les tuyaux. Et on peut penser qu'après l'affaire de l'écotaxe, on va avoir la vraie pause fiscale. C'est-à-dire que le gouvernement... Vous avez oublié l'assurance vie, là. Bah, écoutez, pour l'instant... Qui reste, si j'ose dire, en multi-risque, on a compris. Ce qui va se passer. Non, c'est-à-dire, on peut imaginer que... un peu pour que le gouvernement recule. Ils seront quand même un peu plus précautionneux qu'ils ne l'ont été, parce que après le recul là-dessus, le recul sur le PEA, sur l'épargne salariale... Juste la loi de financement pour la sécurité sociale, qui est en cours d'adoption, prévoit 7 nouvelles taxes. Dont les taxes, 7 nouvelles, oui. En plus des 84 dont on parlait au début de l'émission. C'est des taxes, c'est pas des impôts comme disait Rocard. C'est plus que c'est des taxes, des impôts dans ce mélange. Mais voilà, par les nouveaux contribuables, je vous livre cette réflexion de Véronique Darpajon, qui il se trouve appelé RTL il y a quelques semaines de ça, qui disait 4 ans de galère, le RSA, je paye à nouveau des impôts cette année parce que j'ai un peu travaillé, 50 € d'impôts, c'est ma fierté. T'es assez frappé par ce témoignage. Il est pas normal que quelqu'un comme ça soit prélevé parce que ça représente un effort que de reprendre du travail, se réintégrer, effort louable et nécessaire. Elle est fière. Elle en est fière et je trouve que c'est sans doute. Enfin, en même temps, pas tous à la fois. C'est hautement symbolique de ce consentement à l'impôt qui, en réalité, en France, et peut-être en ce moment est un peu malmené, mais en réalité est très lié à notre histoire, est très lié à cette volonté de partager, de faire ensemble société, c'est-à-dire de contribuer chacun à la mesure de ses moyens, mais d'avoir en contrepartie un sentiment d'intégration. Magnon Serrazec, Laporte. Le problème, c'est que justement les Français ne pensent qu'ils n'ont pas de contrepartie suffisante et ne connaissent pas l'information par rapport à ce qu'ils payent. Donc c'est là où il y a une absence, c'est l'incompréhension tout à fait et la multiplicité. Je le redis, pardon, parce que c'est fondamental, et moi, tous mes clients me le disent, et là, il y a un effort à faire. Et vous parliez tout à l'heure du Canada, je pense que c'est vous, et au Canada, il y a un sens du civisme, entre parenthèses fiscales, qui est plus approfondi que le nôtre, parce que dès l'école, on leur apprend ce que c'est que l'impôt. Et il n'y a qu'en France. Vous voulez qu'on enseigne l'impôt à l'école? Non, mais à quoi sert l'impôt? Qu'est-ce qu'un impôt? À quoi ça sert? Non, mais attendez, la Cour des comptes en février 2012, pardonnez-moi. Qui ont eu lieu. Ça s'appelait, vous vous souvenez, ça s'appelait Marianne fait ses comptes. Ça date d'il y a une quinzaine d'années. Alors, si c'est une fois tous les 15 ans, ça risque pas votre feuille d'impôt, il y a les camemberts. C'est ce que m'a dit Madame explique exactement à quoi sert l'impôt et quel est le budget. Ça m'aide pas à signer le chèque. Vous me redonnez quelques exemples de niches, l'un et l'autre, parce que je trouve ça toujours très spectaculaire. Je ne sais pas si elle vous servira un jour. Mais c'est l'exonération des bénéfices forfaitaires issus de la culture d'arbres truffiers pendant 15 ans à compter de la plantation. Ça, c'est la première. Il y en a une autre, c'est l'exonération de la taxe forfaitaire sur les bijoux, objets d'art, de collection d'antiquités en cas de vente au musée bénéficiaire de l'appellation Musée de France. Voilà, on a tout un tas de choses comme ça qui, au final, justement, contribuent à délégitimer ce système fiscal. Parce que réconcilier les Français avec l'impôt, c'est
tout à fait possible. C'est vrai qu'il y a cette tradition. Mais pour autant, il faut commencer par le début, c'est-à-dire qu'il faudrait le simplifier et surtout s'engager à ne pas le modifier en permanence. La TVA a été modifiée 4 fois dans les 18 derniers mois et elle s'apprête à l'être à nouveau. Comment un peu de sagesse fiscale, messieurs les gouvernants, et oui, peut-être que nous pourrons retisser des liens. Au fond, si vous voulez, c'est là où, bon, alors on peut toujours rêver, mais on pourrait imaginer qu'il est logique qu'un gouvernement qui arrive se serve de la fiscalité pour mettre en œuvre une politique pour laquelle il a été élu. C'est un outil de politique économique, la fiscalité. En ce sens-là, il y a des niches qui sont utiles, parce qu'elles sont politiquement choisies par les électeurs. Mais pour autant, sur quelques grands sujets, la baisse des cotisations sociales, par exemple, on pourrait imaginer qu'il y ait un consensus transpartisan et que on s'achemine justement progressivement, qu'on dise ben voilà, on fait 1 point de TVA chaque année. On a failli le faire avec la TVA, mais là pour des raisons idéologiques ensuite. Je vous pose une dernière question. Ça fait presque 2 heures qu'on est ensemble. C'est quoi finalement un impôt juste? C'est un impôt simple, un impôt clair, un impôt redistributif, c'est-à-dire justement auquel chacun contribue à proportion de ses activités. Et payé par tous, dites-vous. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est un impôt progressif, c'est-à-dire que c'est un impôt où, pas comme actuellement, les pauvres payent plus que les riches en proportion de leurs revenus. C'est donc un impôt progressif. Ils reçoivent aussi beaucoup plus. Ils reçoivent aussi, oui, non, mais il y a plus de différence. Il y a quand même un vous dites ça, c'est avant la redistribution. La CSG n'était pas juste pour vous? Non, mais la CSG, elle est proportionnelle, elle n'est pas progressive. Donc justement, précisément, il faudrait qu'elle soit progressive. Mais Monsieur Rocard pense qu'il y a moyen de soumettre tout le monde à l'impôt? De dire tout le monde doit payer l'impôt sur le revenu aujourd'hui? Oui, l'impôt. On l'appelons plus sur le revenu puisqu'on a vu que on a vu qu'il y a plusieurs impôts. Il y a la TVA sur tous les biens qu'on achète. Il y a la CSG, les cotisations qu'on paye sur tous les revenus fonciers, financiers ou pas financiers, etc. Donc il faut expliquer aux gens, simplifier les choses, je crois. On a évoqué cette histoire de fusionner les deux, les rendre plus ou moins progressifs en tenant compte de certains paramètres, et expliquer que tout le monde doit le payer. Et à ce moment-là, on aurait effectivement ce réflexe citoyen, des gens qui diraient « je ne payais pas l'impôt, je suis fier de contribuer finalement au financement des services publics, même si je contribue en fonction de ma capacité ». Il y a un pays où on a créé une taxe pour tous, qui est d'ailleurs qu'on appelle la flat tax, parce que c'est le même taux pour tout le monde. C'est l'Estonie. C'est pas très juste. C'est l'Estonie, et effectivement, tous les revenus sont taxés à 17%. C'est un impôt. Tout le monde à 17%. Oui, quels que soient les revenus, quels que soient les niveaux de revenus, vous payez la même proportion. Pas possible chez nous, ça? Non. Politiquement, parce que justement... C'est drôle parce qu'à chaque fois que je vous ai posé une question ce soir, vous m'avez répondu non politiquement. Non, moi, c'est ce que je retiens. Là, pour le coup, non politiquement. Oui, parce qu'il faut que l'impôt soit accepté. Là, si vous voulez, il y a quand même un élément qui est central, la progressivité, malgré tout. Vous payez, c'est dans la Constitution française, à proportion de vos facultés. Un impôt juste, c'est un impôt qui est justement utilisé aussi. Parce que là, on s'est intéressé au mode de prélèvement. Mais de ce point de vue, c'est un impôt pour lequel la puissance taxatrice rend des comptes aux citoyens. À la fois sur la façon dont elle gère l'argent public et sur ses coûts de fonctionnement. Et c'est là où on croise les sujets. Compte, vous avez raison, c'est indispensable, mais il faut aussi bien dire que si on veut plus de services publics et si on veut des services publics de meilleure qualité, ce qui est le cas, c'est ce que disent les Français, il y a un moment où il faudra accepter de payer au moins autant que ce qu'on paye aujourd'hui. On ne vous mettra pas d'accord là-dessus, ça je le sais. Mais en revanche, l'émission est terminée. Donc je vais vous remercier d'y avoir participé. J'en retiens quand même moins d'impôts peut-être, pas pour tout le monde j'ai compris, en tout cas plus lisible, plus compréhensible, assez d'instabilité. Voilà les grandes lignes de l'émission de ce soir. Et puis surtout, le service public. Avoir le sentiment d'en avoir pour son argent avec une efficacité et une vérification. J'espère que vous en avez eu en tout cas pour votre redevance ce soir. Merci à tous les 4. Merci à vous de nous avoir suivis. Puisqu'on parle d'impôts, je vous signale demain soir sur France 5 le premier volet d'une série de 3 documentaires exceptionnels intitulés La Grande Évasion Fiscale. On va se retrouver nous dans un mois pour un nouveau numéro de Tout peut changer. Dans un instant, les infos, votre grand soir 3 bien évidemment. Belle soirée sur France 3.